Bien, je suis Jean-Yves Vogel, je suis président du CNES, le Centre national d'études spatiales. Alors, qu'est-ce que le CNES? Le CNES, c'est l'agence spatiale française, c'est-à-dire l'établissement public chargé par le gouvernement français de proposer et de mettre en œuvre une politique spatiale. Et pour cela, nous avons un budget annuel de l'ordre de 2,5 milliards d'euros, 2500 collaborateurs répartis dans nos 4 centres d'excellence, le siège à Paris, la direction des lanceurs à Paris aussi, le centre spatial de Toulouse, où nous avons 72% de notre effectif, et le centre spatial guyanais qui est connu dans le monde entier puisque c'est de là que nous lançons les fusées Ariane 5, Vega et Soyouz. Quel a été votre parcours professionnel? Parcours professionnel, le mien, si vous voulez, est un parcours assez classique dans la mesure où j'ai fait des études d'ingénieur, ensuite une thèse en astronomie, et puis ensuite j'ai occupé différentes responsabilités dans l'administration française, dans l'industrie, puisque j'ai présidé pendant une douzaine d'années Ariane Espace, et donc le gouvernement français et le président de la République m'ont fait l'honneur de me nommer président du CNES il y a un peu plus de 5 ans. Quelle a été pour vous la plus belle période de l'histoire du spatial, en sachant qu'actuellement, vous participez à son écriture à une échelle non négligeable? Vous savez, la plus belle période est toujours celle qu'on vit, parce que quand on regarde derrière, eh bien, on se dit qu'on fait toujours mieux aujourd'hui. Quand on regarde devant, il y a toujours sa part d'incertitude. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons est absolument remarquable. Et c'est d'autant plus remarquable que finalement, nous avons la chance d'avoir un héritage considérable, avec des décisions qui ont été prises dont nous cueillons les fruits aujourd'hui. J'en veux pour meilleure preuve une année 2018 fantastique en termes de lancement, en termes de mission scientifique. Nous avons la chance d'avoir un très haut niveau de compétences, ce qui fait que, comme vous l'avez dit, eh bien, nous préparons une politique spatiale très ambitieuse pour les années qui viennent. Puis nous avons aussi la chance d'être dans un environnement où aujourd'hui le spatial fait recette. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes dans l'âge d'or du spatial. Quelle est la particularité du CNES par rapport aux acteurs du spatial actuels? À titre d'exemple, la NASA, Roscosmos, la JAXA ou l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Je crois que le CNES a finalement une compétence unique au monde. Bon, d'abord, c'est l'une des plus anciennes agences spatiales, puisque nous avons été créés en 1961 par le général de Gaulle. Mais aujourd'hui, le CNES est un peu au carrefour de ce que j'appelle les différents mondes de l'espace. Donc, au carrefour d'abord de la science et des programmes, au carrefour de l'industrie et puis de tout ce qu'on peut voir d'un peu plus futuriste, et puis au carrefour du monde entier, parce que nous sommes et de loin l'agence spatiale qui a le plus de coopération internationale, et que ce soit avec les États-Unis, la Chine, le Japon, la Russie ou l'Inde, ou avec de nouveaux venus comme le Mexique, les Émirats arabes unis, l'Australie, l'Indonésie, eh bien, nous développons le spatial de demain, et cette richesse de relations finalement, le fait que nous soyons un peu dans le point central du spatial, eh bien, fait que le CNES, je crois, a un rôle tout à fait particulier sur l'échiquier des mondes de l'espace. Pouvez-vous nous présenter 2 à 3 grands projets en cours de développement au sein du CNES avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne? Avec l'Agence spatiale européenne, nous sommes le premier partenaire, puisque nous sommes et de loin le premier contributeur à l'ESA, et nous avons aussi de très nombreuses coopérations avec l'ESA. Donc bien sûr, première dans le domaine des lanceurs, nous développons les lanceurs du futur. Dans le domaine de la science, nous allons lancer Bepi-Colombo, où 12 laboratoires français ont des expériences à bord. Dans le domaine de l'observation, Copernicus est un succès européen remarquable, et le CNES y joue un rôle de premier plan. Dans le domaine des télécommunications aussi. Donc, si vous voulez, nous travaillons en totale symbiose avec l'ESA, et je crois qu'on peut le dire pour le plus grand bénéfice à la fois de la France et de l'Europe. On voit clairement se développer un certain engouement pour un certain type de nouveaux satellites que l'on appelle les CubeSats. De quoi s'agit-il exactement? Et le CNES est-il un acteur dans cette catégorie de nouveaux satellites? Pouvez-vous nous citer quelques exemples? Les CubeSats, c'est la façon dont le spatial touche les dividendes de la miniaturisation et du numérique.
Donc les satellites aujourd'hui sont de plus en plus petits et les CubeSats, eh bien, ça a été cette idée de faire de tout petits satellites, des nanosatellites, alors qui évidemment ne font pas aussi bien que les très gros satellites de quelques centaines de kilos ou de quelques tonnes, mais qui néanmoins, du fait de la miniaturisation, font déjà beaucoup de choses. Le parallèle que je fais souvent, c'est de dire qu'il y a une dizaine d'années, vous partiez en vacances avec un gros appareil photo, un téléobjectif de 30 cm. Aujourd'hui, vous partez avec votre smartphone et une toute petite puce dans un coin du smartphone fait des photos aussi belles que celles que vous faisiez avec votre appareil photo. Et bien pour l'espace, c'est à peu près pareil. Et donc c'est pour cela que nous avons une politique très vigoureuse dans le domaine des CubeSats, à la fois pour nos besoins propres, je peux penser notamment au satellite Angels que nous développons de façon très novatrice avec une société française, Nexeia, mais ce que nous faisons aussi dans le domaine universitaire, parce que les CubeSats, ça permet aux étudiants, aux scientifiques, d'avoir un accès à l'espace à des coûts qui n'ont rien à voir avec ce qui était auparavant. Et donc là aussi, c'est une des révolutions que connaît le secteur spatial en ce moment. Alors, comment le CNES et l'ESA se positionnent-ils face à de nouveaux acteurs du spatial comme SpaceX ou Blue Origin, pour en citer que deux, dans sa dynamique, bien entendu, de challenge et des lois naturelles du marché, en sachant que le chiffre d'affaires public du spatial à l'international s'élève approximativement à 80 milliards d'euros et que du point de vue du privé, ça s'élève à l'équivalent de 8 milliards d'euros. Je pose cette question pour quelle raison ? Parce que dans l'imaginaire collectif, on a l'impression, je dis bien on a l'impression, de faire plus de place aux acteurs privés et oublier les acteurs publics pleinement sur le terrain. Donc, je suis content que vous rappeliez ces quelques fondamentaux parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du New Space, mais c'est vrai aussi qu'en termes économiques, l'espace classique, je ne parlerai pas du Old Space parce que je pense que le CNES fait aussi partie des New Space, mais l'espace historique pèse beaucoup plus que ces nouveaux acteurs privés. Donc aujourd'hui, eh bien, le CNES relève les défis des temps modernes. Notre politique est conduite autour de 3 thèmes centraux. Le premier, l'innovation. Nous avons de l'innovation partout dans tout ce que nous faisons. Et l'innovation, elle est vraie au niveau technique, elle est vraie au niveau des méthodes, elle est vraie au niveau des modes d'intervention. Donc nous innovons en permanence. Le deuxième pilier, c'est le climat, bien sûr. La lutte contre le changement climatique est un thème très fort aujourd'hui qui occupe l'humanité tout entière. Et le CNES a pris le leadership et nous sommes en train de proposer dans le cadre du One Planet Summit mis en place par le président de la République Emmanuel Macron, ce que nous appelons un observatoire spatial du climat, en anglais Space Climate Observatory. Et donc nous faisons la promotion de cet observatoire pour à la fois standardiser les données qu'on a grâce aux satellites et puis les mettre à la disposition des scientifiques du monde entier. Et le troisième pilier, c'est bien sûr l'exploration parce qu'on a besoin d'un peu de rêve et aussi bien les missions des astronautes que ce que nous faisons pour l'observation des astéroïdes, des comètes ou de Mars, eh bien, l'un des sujets sur lesquels nous sommes très actifs. Donc, vous voyez, au total, sans nier du tout les avancées du New Space, ce que nous faisons est tout à fait comparable et, vous l'avez dit, en termes économiques, pèse beaucoup plus lourd. On parle souvent dans le domaine du spatial de coopération. Qu'est-ce que signifie la coopération dans la dynamique du spatial à l'international ? La coopération, c'est exactement ce que fait le CNES, c'est-à-dire avoir une stratégie de niche, proposer à nos partenaires internationaux de nous associer sur des sujets où nous avons de vrais domaines d'excellence. Et ce que nous faisons avec les États-Unis dans le domaine de l'océanographie, de la conquête de Mars, c'est ce que nous faisons avec la Chine, là aussi avec l'océanographie et l'astronomie, avec l'Inde pour la surveillance du climat, avec le Japon pour l'exploration de Mars, avec la Russie dans le domaine des lanceurs. Donc une coopération qui est gagnant-gagnant parce que nous apportons des compétences technologiques et scientifiques, nos partenaires nous apportent souvent des véhicules pour les mettre en œuvre et in fine, ça fait des programmes qui sont conduits en coopération où tout le monde y en trouve son compte. Pour terminer, en sachant que le spatial est une chose dont la France participe activement avec l'Europe sous la direction de l'ESA, pour vous, les associations scientifiques et techniques sont-elles une nécessité au sein de notre société ?
C'est fondamental, je dirais, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que ça permet à des gens curieux du spatial, mais qui pour différentes raisons ne font pas carrière, ne font pas encore carrière dans le spatial, eh bien, de trouver un endroit où s'informer, et je pense en particulier aux jeunes. C'est fondamental aussi parce que dans ces associations, il y a un brassage d'idées, et on arrive parfois à des résultats surprenants. Et je dois dire que j'en parle en connaissance de cause, parce que pour la période de 3 ans que nous vivons, il se trouve que j'ai été élu président de la Fédération internationale d'astronautique, qui est justement une association, un endroit où tous les passionnés de spatial peuvent travailler. Et puis la troisième raison pour laquelle les associations sont très importantes, c'est parce qu'elles font en quelque sorte une passerelle entre le monde spatial, celui de l'université, celui dès le plus jeune âge des écoles, des collèges, des lycées, et finalement, on prépare l'avenir en donnant aux plus jeunes une sorte d'envie d'espace, et ça, je crois que c'est extrêmement important. Je crois que ce que vous faites est tout à fait intéressant, mais je crois que si vous voulez continuer à avancer, à connaître le succès, il faut finalement privilégier deux voies. La première, c'est écouter, être à l'écoute de tout ce qui se fait, et parfois les associations ont des moyens parce qu'elles ont du temps pour comprendre ce qui se fait ailleurs, alors qu'une agence comme le CNES est peut-être plus focalisée par des sujets à court terme. Donc, premier objectif, écouter. Et puis deuxième objectif, proposer, parce que lorsqu'on a écouté, eh bien ensuite on peut parfois s'approprier les sujets, faire des propositions, et donc tout ceci, eh bien je crois que c'est très très important pour le développement de notre politique spatiale. Nous vous remercions pleinement, Monsieur Jean-Yves Le Gall. Merci bien. Merci.